Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Delphine au micro, une maman française d'une famille recomposée franco-néerlandaise vivant à Amsterdam aux Pays-Bas. Elle nous raconte l'organisation de sa famille un peu atypique, mais également son métier, Krasorg, ou la Mary Poppins du postpartum. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Delphine. Bonjour Cindy. Merci de vouloir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ouais, avec plaisir. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Évidemment, avec plaisir. J'habite à Amsterdam, aux Pays-Bas, un tout petit pays dans le nord de l'Europe. Enfin, je situe, hein, mais c'est vraiment pour rigoler. Amsterdam, c'est une ville incroyable. J'adore vivre ici. Et je m'appelle Delphine. J'ai donc 3 enfants à moi et un beau-fils, donc qui est aussi à moi d'ailleurs, que j'appelle my bonus child, puisque je trouve le terme belle-mère pas très joli en fait. Et voilà, donc lui il dit ma bonus mom et moi je dis bonus child, et donc c'est mignon. C'est très bien comme ça. Donc il s'appelle Audric, mon fils aîné, Émilie, Clément et Tyrese. Et mon mari est néerlandais et il s'appelle Martin, comme Martin Luther King. Sauf qu'il est blanc et qu'il a des yeux bleus. Il est néerlandais. Voilà. Ça fait une sacrée tribu, hein? Oui, alors ils sont pas tous à la maison en même temps, mais quand ils sont là, c'est génial. Et puis surtout, comme on est une famille recomposée multilingue, on parle en plusieurs langues mélangées. C'est assez amusant en fait. Oui, j'imagine bien. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire un petit background, une petite rétro française pour nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a mené à Amsterdam? Ouais, bien sûr. Donc en fait, moi, mes 2 parents sont français et ma maman s'est remariée quand j'étais petite fille avec un Néerlandais qui était néerlandais, grand, blond aux yeux bleus, comme tous les Néerlandais. Et Okay. Donc vous aimez bien les grands aux yeux bleus, manifestement. Non, mais c'est le cru en fait. Non, mais il se trouve que voilà, c'est un peu le cliché, mais enfin bon. Donc il s'appelle Yann, comme beaucoup de Néerlandais, et Yann est devenu mon beau-père. Et en fait, maman nous a emmenés à Amsterdam. Donc j'ai grandi ici. D'accord. Et T'avais quel âge? Donc j'avais 9 ans jusqu'à mes 15 ans. Ah oui, quand même. Ok. Et puis ensuite, il faut croire que le blond aux yeux bleus, ça l'a pas fait parce qu'ils se sont séparés. Et puis on est rentré en France, mais moi je suis restée en contact avec lui et j'ai beaucoup d'affection pour lui toujours. Et c'était vraiment de très très belles années pour moi. Et lors de cette période magique, c'est dans les années 80, et je vous laisse calculer quel âge j'ai, non je rigole. Et en fait, j'ai rencontré Martin. Voilà, j'avais 13 ans, il avait 15 ans. Et donc, c'était mon petit ami, quoi. Enfin, on dansait sur Careless Whisper de George Michael et c'était magique, quoi. C'était beau. Et puis, il y a eu les vacances et puis je suis rentrée en France et puis on s'est plus vus. Puis voilà. Et donc, ça, c'était fin de ce premier chapitre. Moi, je suis rentrée à Paris puisque je suis originaire de Paris. Et ensuite, j'ai fait mes études, j'ai fait ma carrière, début de carrière, on va dire, à Paris. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants avec un papa français. Et puis, il y a quelques années, Martine m'a cherchée sur les réseaux sociaux parce qu'il voulait savoir si j'étais heureuse et il pensait à moi. Et quand on s'est retrouvés, enfin, il m'a retrouvée via un copain qu'on avait en commun, en fait, c'était le copain par lequel on se connaissait, c'était mon voisin à l'époque. Enfin bon, bref. Et on s'est retrouvés et très rapidement, on a regardé un petit peu ce qu'on faisait et puis moi j'étais émue, quoi, et puis lui aussi visiblement. Et voilà, on a échangé et puis voilà. Et en fait, il m'a dit moi je vais venir te chercher à Paris et puis je vais t'épouser. Et puis je me suis dit wow. Qu'est-ce qu'il me dit ce monsieur? Et puis ils sont romantiques les Néerlandais. Eh bien, écoute, lui oui. Oui. Et puis il l'a fait, il m'a emmenée. Et donc il est plein de ressources, le Martin. C'est bien. ouais, il était court. Enfin, il était hyper volontaire. Il était, en fait, c'était vraiment une histoire un peu incroyable. Et puis c'était super beau surtout. Et en fait, il avait gardé les lettres que je lui avais écrites quand on était petits, enfin des trucs un peu jolis, quoi. Oh, c'est trop chou. Et voilà.
Et donc, il t'a embarqué aux Pays-Bas? Ouais, parce qu'au départ, il m'a dit: «Je vais venir habiter à Paris et puis on va vivre ensemble et tout ça» et puis je lui ai dit: «Mais Martine, tu parles pas un mot de français, qu'est-ce que tu vas venir faire à Paris? Ça va pas être possible». Moi, j'étais dans une période où j'avais vraiment envie de changer, voilà, j'étais en train de me séparer, donc je lui ai dit: «Non, Oui, tu sais, moi, j'ai adoré vivre à Amsterdam, c'est moi qui vais venir» et j'avais l'impression de pas prendre beaucoup de risques parce que je connaissais cette ville déjà. Je parle parfaitement d'accord. le néerlandais, je suis bilingue déjà depuis que je suis toute petite. Ça aide, je pense. Ouais, ça aide à Quoi fond. qu'il se débrouille extrêmement bien en anglais là-bas. Oui, oui, bien sûr. Ici, quasiment tout le monde parle anglais, donc Mais ils parlent au moins 3 langues à chaque fois, j'ai l'impression, les Néerlandais. bah, en tout cas, au moins néerlandais et anglais, Ouais, et puis non, c'est parfois impressionnant. un petit peu plus, ouais. Parfois j'ai allemand ou parfois français, Oui, j'ai c'est vrai, c'est remarqué. vrai, c'est vrai. C'est C'est incroyable. un peuple de commerçants, donc ils tchatchent, quoi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, voilà, on a trouvé une maison ici à Amsterdam, on s'est installé. J'ai laissé mon grand qui passait son bac et qui était déjà engagé dans des études, donc j'ai pas voulu le déraciner et il vient nous voir régulièrement. Et puis, D'accord. et puis mes deux plus jeunes, j'avais envie de leur offrir ce que moi j'avais connu. Donc ils Euh, avaient quel âge quand tu es partie à Amsterdam? Ils avaient 9 et 11 ans. D'accord. Ça fait un sacré changement du coup pour... Ouais, surtout qu'ils parlaient pas néerlandais. Ah oui, Ouais. Je les ai scolarisés direct dans une école néerlandaise. Mais le résultat, tu vois, maintenant, 5 ans après, ils sont tous les deux parfaitement bilingues néerlandais et ils parlent aussi tous les deux parfaitement anglais. Ils sont super forts, quoi. Donc, mais ils appréhendaient pas alors d'aller à Amsterdam, de tout si, quitter à si, bien Paris sûr. pour... Si, si, ils Ouais, appréhendaient, bien sûr. Mais bon, moi, j'étais tellement sûre de mon coup, j'étais tellement bien dans mes pompes, j'étais ouais, tellement, j'étais très volontaire, et Martine, il a tout de suite été hyper adorable avec eux, il s'est vraiment tout de suite investi dans une jolie relation avec eux et du coup, les enfants, ils sentent, hein, ils savent, hein. oui, Les enfants, je le dis souvent aux parents dont je m'occupe, que nos enfants, c'est notre miroir en fait. Ils savent. Quand ouais. nous on va pas bien, ben faut pas chercher pourquoi ton enfant il est grognon et qu'il pleure tout le temps, quoi. Hmm. Donc vous emménagez avec Martine, tes deux enfants et Tyrese aussi le... Non, Tyrese il venait le week-end. Enfin il vient toujours le week-end, D'accord. d'accord. Et les vacances. Il vient toujours en vacances avec nous en France. Et du coup, Clément et Tyrese ont une grande chambre qu'ils partagent. Et en D'accord. fait, ils s'entendent tous super bien. Ils sont tous différents, mais C'est bien, y a- ouais. Parce ouais, que tu te ouais, dis Clément, c'est le petit dernier, donc il aurait peut-être de la minosité envers ouais, son mais non. bonus, son frère bonus. Je sais pas s'il s'appelle comme ça. C'est assez amusant parce que la maman de Tyrese est asiatique et du coup il est à moitié asiatique et c'est très amusant parce que eux quand on va quelque part ils se présentent comme étant des frères, quoi. C'est pas ils ont pas envie de D'accord. raconter leur vie, alors on voit les gens regarder: ah bon, vous êtes frères?» Ah bon? Mais franchement ils s'en fichent, quoi. C'est trop bien. Ouais, ouais, ils C'est s'en trop fichent trop bien. et donc ouais, non, c'est voilà, on est juste une famille et nous on est les parents, eux c'est les enfants et voilà, en fait. Ok. C'est quand même super comme schéma familial. Mmh. Ouais, bah, ouais. Mais je pense vraiment que les gens quand on retrouve une histoire d'amour avec quelqu'un, j'aime pas trop le terme «refaire sa vie» parce que j'ai l'impression qu'on la refait, mais on Oui, la continue. Mais surtout, moi, ce que je remarque, c'est quand les parents, souvent, ils culpabilisent par rapport à leurs enfants ou ils osent pas ou et c'est là que souvent c'est compliqué. Alors que quand on est droit dans ses bottes et qu'on voilà, quand on affirme son choix, surtout quand on affirme son choix, l'enfant, en fait, sait où il va, quoi. Moi, oui. ils savaient, quoi. Ils venaient ici, eux, ils vont à Paris régulièrement. Enfin, c'était aussi ça, ça se passait très bien. Enfin, ça se passe toujours très bien, d'ailleurs. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, tu les as gardés pendant toute la semaine et certains week-ends, ils allaient voir leur père à Paris? En fait, ils y allaient. Au départ, on allait une fois par mois, je les emmenais, plus toutes les vacances, D'accord. c'était avec leur papa. Et lui, il venait aussi. Enfin, il vient toujours, mais il vient plutôt l'été parce que l'hiver, c'est un peu triste, c'est un peu compliqué. Ici, aux Pays-Bas, il y a la mer un peu partout. Du coup, il Oui. adore louer un truc près de la mer et ils se font un week-end au bord de la mer et voilà. Mais je peux te poser la question, cet arrangement, c'était d'un commun accord tous les deux? Enfin, je veux dire, tu as été Ouais. transparente sur le fait que, voilà,
tu re-rencontrais Martine et tu décidais voilà, d'emmener les enfants Bah, à ouais. Amsterdam. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de... Bah, il y a eu de la discussion, mais en même temps, moi, les Pays-Bas, ils étaient dans ma vie bien avant que je retrouve Martine, puisque c'était quand même mes racines un peu, enfin pas mes racines, mais en tout Oui, cas, je me suis construite vraiment ici. Et, oui. et donc, j'ai des amis d'enfance que je continuais de voir. Et donc, on venait en vacances ici. Donc, le papa des enfants, enfin, je suis pas arrivée comme ça un beau jour en disant, tiens, je te présente les Pays-Bas, j'adore, je vais y retourner. Non, il était venu Ok. avec moi en vacances plein de fois. Il connaissait mes amis, il connaissait Amsterdam bien. Et il savait exactement, et il savait aussi pourquoi je voulais revenir ici. Et d'ailleurs, il me l'a dit, il m'a dit, tu m'as tellement parlé de ton enfance heureuse ici aux Pays-Bas et c'est ce que je souhaite à mes Oui, enfants. Donc, c'est bien. il a Puis fait c'est preuve une... de confiance. Amsterdam, c'est quand même une super ville. Bah alors attends, t'as combien de vélos du coup chez toi? Alors, attends, je peux, je compte rapidement. Là, je crois qu'on en a 5 ou 6. Ouais. Et il y en a combien qui sont tombés dans le fleuve? Alors, dans les canaux, tu veux dire? Oui. Euh, Nous, aucun, mais je sais que le petit ami de Ah, ma fille a fait tomber son vélo dedans ou ses clés, je sais plus ce que c'était. Enfin, oui, non, mais il y en a plein, t'as raison, il y en a plein. oui, oui, je crois, Bon, je me rappelle. fonctionne vraiment quasiment qu'à vélo, effectivement. C'est plat, certes, mais il y a beaucoup de vent. Donc, des fois, Oui, on arrive, on est un peu. Enfin, voilà, on fait pas besoin de salle de sport, on est bien. oui, oui. Et vous portez pas de casque Non, quand vous faites du vélo, c'est pas cool. ben, je sais pas si c'est pas cool, mais en tout cas, non, on porte pas de casque. Il y a énormément la circulation, c'est très fluide avec les vélos. Enfin, on se sent pas en danger, quoi. C'est pas Paris, hein. Mais non, mais alors par contre, j'ai trouvé qu'en tant que piéton, tu te sentais parfois un peu en danger avec Il les faut, vélos. faut faire attention. Ouais. Surtout que les touristes, Ouais, ils ont un peu la tête en l'air et du coup, ils regardent pas bien à droite, à gauche. Et quand j'ai de la famille, je leur dis tout le temps, regardez bien à droite, à gauche, à droite, à gauche. ouais, ouais, ouais. Un peu comme à Londres, Faut être un peu vaillant, ouais, ouais. il faut et d'ailleurs, si je peux donner un petit conseil à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent visiter Amsterdam, je sais que tout le monde a très envie de venir voir la maison d'Anne Frank et le musée Van Gogh, c'est Oui, super, pareil. mais sachez qu'il y a plein d'autres choses et surtout si c'est vraiment ça qui vous plaît, réservez à l'avance en Ouais. ligne, la maison d'Anne Frank. Je crois que les places sont mises en ligne 2 ou 3 mois avant la date. Non, nous, on s'est fait avoir. Ouais, On donc n'a pas faites-le. regardé, on s'est dit, bon, c'est Mmh. comme un musée, mais pas du tout. Ouais, non, c'est un très très bon conseil. Vous pouvez réserver Euh, et également le Rijksmuseum, là où il y a la ronde de nuit de Rembrandt. Donc, c'est tout à fait possible. Et sachez aussi que c'est tout à fait visitable avec les enfants, c'est très interactif le musée. C'est très sympa. Mm. hmm. Je vous recommande. Non, vraiment, c'est une très très belle ville. Enfin, c'était la petite aparté Oui, c'est touristique. ça. Donc, les enfants, quand tu arrives à Amsterdam, tu les places dans une école française ou tu les mets directement dans une école lambda néerlandaise? Ouais, non, non, pas lambda, mais néerlandaise. Et ils étaient tous les deux dans. Alors, Clément est dans un système Dalton. Dalton, ça peut ressembler un petit peu à Montessori. Mais c'est plus ils ont des projets à développer eux-mêmes. En fait, c'est un travail où tu es relativement autonome, mais où il faut aussi prendre des responsabilités. Et donc ça, c'est ce qu'on voulait pour lui. Et Émilie, elle est dans une école internationale. Donc D'accord. que je dise pas de bêtises, il me semble les 3 premières années, tous les cours étaient en anglais et néerlandais, donc moitié-moitié. Et ensuite, Mhm. c'est qu'en néerlandais, là, elle vient de valider la première étape et donc elle passe dans le niveau supérieur. Voilà, donc elle a encore 2 ans. Et alors, quelle langue vous avez décidé d'instaurer à la maison? Alors, en fait, Martine ne parle pas français, donc Ouais, déjà, ça simplifie. C'est aussi une des raisons qui ont fait que les enfants ont parlé très vite néerlandais. Donc, moi, avec eux, je parle français. Avec Martine, je parle néerlandais. Quand on est tous les 4, on parle néerlandais. Quand on est avec mon fils aîné qui vient, on parle anglais parce que il parle aussi anglais très bien, Rodrigue. Et donc, du coup, quand on est tous les 6, on parle anglais. Mais on peut aussi avoir des conversations croisées en d'autres langues. mais alors Audrey, n'ayant pas déménagé avec vous, il ne parle pas Voilà, néerlandais? c'est ça, t'as tout compris.
D'accord. Et donc, toi, déjà de base, quand tu étais à Paris, t'as pas voulu les initier au néerlandais, étant donné que tu étais fluente déjà dans cette langue? Ben, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, D'accord. spontanément, je ne leur ai pas parlé néerlandais. Donc en fait, Ok. je leur apprenais des chansonnettes. Tu vois, quand tu es en expatriation et que c'est ta langue maternelle et que tu sais que tu dois leur parler la langue parce que les grands-parents ne vont pas comprendre, il y a vraiment, Oui, il y a vraiment une motivation. Moi, j'avais zéro motivation. oui, je Enfin, comprends. c'était, puis bon, surtout que le néerlandais, enfin, moi, je peux t'en parler pendant des heures. On peut faire une thèse là-dessus, mais c'est un petit pays, pas grand monde parle néerlandais. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est la raison, en fait, pour laquelle moi, je leur ai jamais parlé néerlandais, effectivement. Et Audrey, il le vit comment alors d'être le seul à pas parler le néerlandais à la maison? Parfois, ça l'agace un peu. Je l'entends qui dit à sa sœur, Oui. qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Oui, il doit se sentir un peu à l'écart. bah, pas plus que quand on parle français et que Martine ne comprend pas. C'est Oui, juste que c'est c'est une vrai. habitude, en fait. C'est un peu une habitude. D'accord. Moi, je suis tranquille parce que je parle toutes les langues et Émilie et Clément aussi, finalement. Et Tyrese, en fait, Oui. j'essaie de lui apprendre un peu le français. Alors, il est mignon parce qu'il se débrouille un peu. Et donc là, cet été, ils vont aller chez ma mère en vacances. Et donc, du coup, Tyrese aussi. Et donc, bah, il va falloir qu'il se débrouille, hein. Mais bon, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Alors, j'aimerais bien un peu qu'on traite de ton métier Ouais. et que tu nous expliques un peu plus précisément ce que tu fais dans la vie. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, je suis Kramzor. C'est un mot néerlandais qui, en anglais, veut dire maternity nurse. Et en français, je suis bien embêtée parce que ça n'existe pas vraiment, mais ça pourrait correspondre à... C'est un mélange de auxiliaire de périnatalité, sage-femme, pas vraiment, mais quand même, je les assiste, Mhm. et auxiliaire de puériculture, je crois, on dit en français. En Ouais. fait, je m'occupe des bébés et des mamans après la naissance et pendant 8 jours et au domicile des parents. Et je fais également, j'assiste les sages-femmes lors des accouchements à la maison. Euh, donc voilà, je suis présente et je m'occupe de toute la période, enfin de la période courte des 8 jours en postnatal. Donc aussi bien, je fais le suivi médical des mamans, je vérifie que l'utérus est bien remis, je vérifie enfin, s'il y a une césarienne et cicatrices, je vérifie également s'il y a des épisiotomies ou des déchirures que Mhm. tout n'est pas, enfin que ça ne s'infecte pas. Je vérifie, j'aide à l'allaitement quand il y a un allaitement demandé. Je m'occupe du bébé évidemment, c'est-à-dire que je vérifie que tout va bien, qu'il prend du poids, donc je pèse le bébé à domicile. Ouais. Je vérifie la couleur, je vérifie s'il a fait pipi et popo, voir les Mhm. couleurs, parce qu'effectivement, comme ça, on sait s'il prend bien ou pas. Donc, et puis surtout, j'accompagne les parents dans la parentalité, c'est-à-dire que je leur montre comment on habille un bébé, on le déshabille, comment on Ouais. reconnaît pourquoi il pleure, qu'est-ce qui se passe, et comment est-ce que je sais qu'il a faim, et comment est-ce que je sais que... T'es un peu l'ange gardien des parents, C'est quoi. mignon parce Je veux que dire, l'ange gardien des postpartum. on m'a déjà dit ça, on m'a dit que j'étais une fée, que j'étais Mary Poppins, que j'étais un ange Oui, bah, gardien. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire aussi peut-être Mary Poppins, mais il y a peut-être Ouais, le côté un peu éducation derrière, c'est ouais. vachement. Mais alors, est-ce que enfin, comment t'en es venue à là, à Amsterdam? Je veux dire, déjà en France, tu étais nurse? Pas du tout. En fait, en France, je travaillais pour une grande banque française. D'accord. J'avais un poste, voilà, de conseillère clientèle. Et puis je suis venue aux Pays-Bas, j'ai été mutée dans cette banque. J'ai eu un poste ici, j'ouvrais des comptes, je faisais des virements de millions, etc. Et puis quand je rentrais chez moi, ben je me disais ok super, j'ai fait quoi de ma vie? J'ai rien fait. Et en fait ça me déprimait un peu. Et à force de chercher, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, j'ai beaucoup repensé à ma maman a eu un petit bébé quand on vivait ici aux Pays-Bas.
Et je me suis beaucoup souvenue de sa solitude. C'était compliqué pour elle d'être expatriée, de tomber enceinte. Et puis, moi, depuis toujours, mes copines me demandent des conseils. Comment tu fais avec tes enfants et comment t'arrives, par exemple, effectivement, tu vois, une famille recomposée. Je vais pas dire que j'ai zéro problème, mais franchement, dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien. Et là, j'ai 4 ados, ça pourrait être compliqué. Ça l'est parfois, mais dans l'ensemble, je gère, quoi. Et donc, je donnais des conseils, beaucoup, comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là, il faut que je cherche là. C'est là que ça se passe. Et donc, j'ai contacté une sage-femme néerlandaise en leur disant, voilà, mais les enfants sont nés à Paris. J'aimerais savoir comment ça se passe ici. Est-ce que je peux venir vous rencontrer? Et elles m'ont dit, mais oui, bien sûr. Et donc, en allant avec elle en visite, en faisant une sorte de stage, ouais, voilà, c'est ça, d'investigation. J'ai rencontré une Kramzor dans une famille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier magique? Et la sage-femme en question m'a dit, mais tu devrais le faire. Et je lui ai dit, mais non, j'arriverai jamais, c'est trop dur. Elle me dit, mais si tu peux. Et donc, 2 mois après, je commençais la formation. Comment ils appellent ça? The imposter syndrome. Mais je l'ai à fond, ça. C'est incroyable, ce truc, ouais. Parce qu'effectivement, tu vois, comme j'ai tellement pas l'impression de travailler, puisque j'aime tellement ce que je fais, et des fois, je me dis, maintenant, il faut que j'arrête parce que, en fait, il faut que j'aille me coucher, par exemple, ou tellement à fond dans ce que je fais et voilà. Et donc, j'ai fait cette formation et vraiment, mon idée, ça a été d'accompagner les Français en priorité à Amsterdam. Je sais à quel point ça peut être compliqué quand on est loin, on n'a pas de famille, les amis sont pas forcément là. Et donc, avoir un bébé, c'est déjà une aventure incroyable. Avoir un bébé à l'étranger, c'est une aventure encore plus incroyable. Si en plus ton compagnon n'est pas forcément français, ça peut être aussi, c'est pas évident, quoi. Enfin, je t'apprends. Ah non, t'as tout l'aspect culturel auquel t'avais jamais pensé et qui arrive. Exactement. Et tu le prends en pleine figure, Voilà. quoi. Donc, ton service, est-ce que tu penses que, parce qu'ici on appelle des doulas, des femmes mais c'est plus l'accompagnement pendant la grossesse. Je sais pas si les doulas accompagnent après. Les doulas, elles font surtout avant la grossesse, elles font la naissance. Alors, je sais pas, peut-être certaines font après, mais si tu veux, le métier que moi je fais, il est complètement intégré dans le système de la naissance aux Pays-Bas et je suis rémunérée par les assurances. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hospitalisation à domicile. Donc, il faut vraiment un diplôme d'État pour faire ce métier. En fait, je pense pour mieux comprendre ton métier, ce serait intéressant de comprendre comment fonctionne un suivi de grossesse et un accouchement aux Pays-Bas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, un suivi de grossesse pour démarrer? En fait, le suivi de grossesse, il se passe très simplement au cabinet de sage-femme. Il est très médicalisé, par exemple, le suivi? D'accord. Pas du tout médicalisé. Il n'y a pas de prise de sang, ou alors vraiment parce qu'il y a quelque chose à chercher, mais il n'y a pas, comme en France, la toxoplasmose. Il n'y a pas de toucher vaginal en permanence. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus soft, en fait. Donc, évidemment, elles font des touchés. Évidemment, il y a des vérifications, mais c'est beaucoup moins qu'en France, en tout cas. Moi, j'ai eu mes enfants en France, donc je sais. C'est pas tout à fait la même histoire. Et alors aussi ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tu peux accoucher à domicile, tu peux accoucher chez toi. Et là, c'est vraiment avec la sage-femme et donc avec la Kramzor qui vient. Donc en l'occurrence, quand c'est moi, c'est moi. Et puis, par contre, si tu décides de faire un accouchement à l'hôpital avec une péridurale, dans ce cas-là, c'est plus ta sage-femme, c'est le personnel de l'hôpital. Mais par contre, ça sera une sage-femme de l'hôpital. C'est pas forcément un gynécologue. Aux Pays-Bas, quand le gynécologue arrive, en général, c'est que c'est pas bon signe. Hein. C'est vraiment quand il y a une complication. Et comment se passe l'accouchement en général aux Pays-Bas? Alors, en fait, il fonctionne beaucoup avec un birth plan, c'est-à-dire que un plan de naissance, ça s'appelle, je crois en français. Donc, en fait, tu le fais. C'est quelque chose qui est vraiment regardé et bien étudié à l'avance. Donc, si la sage-femme sait que tu veux vraiment une péridurale, dans ce cas-là, ils vont en tenir compte. Ils vont tenir compte de l'hôpital dans lequel tu souhaites accoucher. Mais c'est toujours sous réserve qu'il y a une anesthésiste et sous réserve que tu arrives à temps. Enfin bon, il y a plusieurs choses qui sont prises en considération. Ils sont pas non plus, c'est pas des barbares. Non, mais c'est bien qu'ils essayent de suivre les projets de naissance. Oui, si. Et, donc ça, c'est vraiment suivi. Et ensuite, l'accompagnement à la naissance sans péridurale, il est aussi fait avec une préparation.
enfin moi je recommande toujours aux mamans de faire des préparations à l'accouchement, Mhm. peu importe laquelle, mais d'en faire une, parce que ça te prépare déjà un petit peu à ce qui va se passer. C'est important de savoir respirer, c'est important de bien savoir poser sa respiration, de savoir. Mm. Tu vois, il y en a pas, par exemple, aux US. Enfin, il y en a, mais c'est de ta poche et ça coûte très, très cher. Et comment ça se passe alors le post-accouchement? Alors, quand tout se passe bien, c'est-à-dire souvent, en fait, dès que les mamans ont fait, donc elles ont fait leur bébé, elles ont fait leur temps avec leur bébé en peau à peau, premier allaitement. Ensuite, on fait une petite douche et surtout on les fait aller aux toilettes. Et dès qu'elles ont fait leur pipi, eh bien, elles peuvent rentrer chez elles. Donc, c'est en général entre 4 et 6 heures après l'accouchement. La vache, c'est vachement rapide. C'est assez rapide, ouais, ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'arrive directement après. Donc, quand elles rentrent en pleine nuit, j'arrive pas en pleine nuit, mais je suis là dès le lendemain matin. Et quand elles arrivent au long de la journée, ben, je viens dans la journée. Ça m'est déjà arrivé d'aller à la maternité pour les retrouver, pour rentrer avec eux à la maison. Et puis voilà, on est là avec ce nouveau bébé, et puis on accueille, quoi. Et Mais puis, ça les inquiète pas de quitter non, ça les inquiète pas parce que moi je viens. Ouais, Et moi, je reste entre minimum 6 heures et maximum 8 heures par jour. Donc, je suis là toute d'accord. la journée. Mais alors, qu'est-ce que tu leur proposes comme service pendant 6 heures? C'est vraiment s'occuper de l'enfant? Bah, déjà, pendant cette semaine-là, le temps est plus lent. C'est-à-dire qu'on prend son temps. On est vraiment on n'est pas dans le rush, hein. Moi, même si je parle beaucoup, je suis quand même relativement posée. Donc, Mhm. je m'occupe de leur petit déjeuner, on discute de la nuit, je vérifie les couches, je regarde un petit peu comment va le bébé. Donc, il y a beaucoup de travail de partage, de discussion. Donc, je les écoute beaucoup me parler, me raconter leurs émotions, s'il y en a, ou elles me posent plein de questions auxquelles je tente de répondre avec le plus de sérieux possible. Euh, voilà, donc déjà tout ça, ça prend du temps, mine de rien. Ensuite, Mhm. souvent, elles vont faire une petite douche, les mamans. Ensuite, on fait les contrôles médicaux, donc s'assurer que tout va bien. Et puis ensuite, ben, c'est très variable, hein, mais je m'occupe également euh, bah, déjà oui, les tétés, ça prend du temps. Donc on suit le rythme du bébé. Mhm. Donc, au bout de quelques jours, on fait le bain aussi. Ça aussi, moi, je trouve ça hyper important de prendre le temps pour le premier bain. Donc, on met une musique douce. Je leur explique tout le temps que c'est important de prendre le temps, de pas faire ça vite fait, avec des lumières incroyables. Donc, on est Mhm. vraiment dans du temps calme. Mais j'imagine que dans le cas où, par exemple, un enfant ne grossit pas après la première semaine, j'imagine qu'il faut que tu gardes des petites traces écrites du suivi médical au moins du bébé et alerter les médecins s'il y a un problème. Oui, mais si tu veux, comme j'y suis là tout le temps, quand un bébé ne grossit pas, moi j'attends pas le jour 8 pour savoir que ça se passe pas bien, parce que je suis là Oui, sinon je me dis qu'est-ce que j'ai fait pendant 8 jours. Donc oui, déjà le bébé il est pesé le jour de la naissance, ensuite moi je le repèse au quatrième jour et je le repèse au septième d'accord. jour. Et si au quatrième jour je vois qu'il les couche, elles sont pas, il y a pas de pipi, il y a pas de caca, des choses comme ça. Déjà ça c'est un Mhm. signe pour moi. Je me dis tiens ce bébé il a pas pris assez. Donc après je discute aussi, je suis tout le temps en relation avec les sages-femmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aide la maman? Bon, je sais qu'en France c'est pas très populaire, mais est-ce qu'on tire le lait? Est-ce Mais qu'on oui, pourquoi c'est pas populaire en France? Je ben, comprends pas. je sais pas trop, mais je sais que on aide les mamans avec lorsqu'il y a la montée de lait, on loue un tire-lait professionnel et ça Oui, les aide vraiment, mais pas tout le temps, hein, c'est vraiment en fonction quoi. Et oui. puis bon, de toute façon, je vois comment il boit. Enfin, je suis là quand même pendant plusieurs tétées, donc je vois ce qui se passe. Je vois comment la Mhm. maman est. Si je vois qu'elle est trop fatiguée, ben parce que c'est ça aussi, je suis là pour que les parents se reposent. Donc je les mets au lit les parents et je garde le bébé, je m'occupe du bébé pendant ce temps-là. Mais attends, mais alors, est-ce que tu t'occupes aussi de l'intendance de la maison? Oui, Donc tu leur fais, s'il faut faire la vaisselle, tu fais la vaisselle, si oui, tu veux leur faire à manger, tu leur fais à manger? oui.
Je m'occupe de C'est trop ça, bien. je m'occupe aussi alors je m'occupe pas de l'arriéré de lessive de 3 semaines avant, je leur dis tout Oui, le temps. non, ça va. En revanche, je m'occupe des lessives, de la semaine où je suis là, que je nettoie les toilettes, tous les jours, je nettoie les salles de bain, je nettoie, la cuisine, je la garde toujours propre. Donc ça fait vraiment Mmh. partie de mon travail, hein. Combien de temps tu fais ce suivi directement à la maison? Alors c'est 8 jours et c'est 49 heures réparties sur 8 jours. D'accord. Et ça peut être un petit peu moins, par exemple, quand c'est ton troisième enfant, ben clairement, tu sais comment on habille un bébé, tu sais comment on le baigne, tu sais comment on fait un biberon. Enfin, il y a toutes les bases que tu connais, mais par contre, t'as quand même, il faut faire le T'as suivi moins le temps. médical. Ouais. Et puis on est là aussi pour gérer un petit peu les autres, la fratrie. Quand on a un second bébé, pour différentes raisons, souvent on culpabilise parce que on se dit aïe aïe aïe, je passe pas assez de temps avec mon aîné, Mmh. je passe pas assez de temps avec mon bébé parce que je suis avec mon aîné. Enfin bon bref, nous les mères on est spécialistes de ça. Ah oui, de la culpabilité. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est incroyable comme Ouais, mettre au monde un enfant, tu mets au monde une c'est culpabilité ça. sur tout. C'est incroyable. Exactement. Et donc du coup, j'essaye de faire monter, enfin de faire en sorte que la mayonnaise prenne entre tout, quoi. Donc en fait, Mhm. j'installe la famille dans leur nouvelle famille, quoi. Je les accompagne à ça. Elles ont trop de chance. Ouais. Enfin, je trouve C'est que mignon. Moi, j'ai une maman française un jour qui m'a dit, j'en reviens pas, c'est vraiment ce que tu m'apportes là en France, c'est un truc et c'est clair 4 parce que étoiles, impossible à. en France, tu restes beaucoup de temps, je trouve, à l'hôpital. Mm. Je trouve que c'est pas nécessairement une bonne idée parce que tu es assujetti à tellement de bactéries au sein de Mm. l'hôpital que tu préfères quand même être chez toi dans un confort que tu connais, quoi, dans une Ouais. sphère où tu te sens plus à l'aise, quoi. Et le fait Ouais. d'amener quelqu'un directement chez toi pour t'aider, enfin, c'est un tiercé gagnant pour moi. Mm. Merci. Et alors, comment on choisit alors Ouais. j'allais dire Kramzor. sa Mary Poppins? Oui, comment tu l'as choisi? Est-ce que tu rencontres la personne en amont et tu te dis, bon, elle me paraît vraiment pas mal, ou est-ce que c'est l'hôpital, entre guillemets, qui te l'impose? Alors, en fait, pour répondre à la première question, il faudrait demander à mes clientes comment elles font pour choisir, en l'occurrence pour me choisir. Mais alors non, ça n'est pas l'hôpital qui choisit, ça n'est pas la sage-femme qui choisit. Donc, tu as la possibilité de choisir une indépendante. Donc, moi, je travaille à mon compte, je suis indépendante. Donc, mon Oui. entreprise, c'est Aide Maman Amsterdam. Je travaille pour moi. Et sinon, il y a aussi la possibilité de t'inscrire dans ce qu'on appelle un bureau de naissance. En néerlandais, c'est un kraambureau. Et donc là, tu es sûr d'avoir quelqu'un qui vient au moment où tu rentres chez toi, mais tu ne sais pas qui c'est. D'accord. Voilà. Donc, il y a des parents qui font ça parce qu'ils savent pas, en fait, que tu peux choisir. Ouais. Et puis, en fait, tu vas dans ton cabinet de sage-femme et la sage-femme te dit don't forget the book de Kramzor, hein, n'oubliez pas de réserver la Kramzor. Et là, les parents français ils disent c'est quoi la Kramzor? Vous pouvez m'en dire Mhm. un peu plus. Mais comme elles ont qu'un quart d'heure ou 20 minutes par patient, du coup, elles font ce qu'elles peuvent et puis elles te disent il faut réserver vite parce que il y a pas beaucoup de place et puis donc du coup si elle leur dit vous pouvez aller dans ce bureau là c'est souvent ils vont dans ce bureau là ils savent pas forcément qu'ils ont le choix et donc moi mon truc c'est de faire savoir aux mamans que j'existe déjà les mamans à Amsterdam et Ouais. et donc moi ça m'arrive de travailler pour des bureaux de naissance quand il me reste du temps entre deux clientes, par exemple. Et donc je ne sais pas non plus où je vais, moi. Puisque si eux ne savent pas qui je suis, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Donc ça, c'est Oui. un truc aussi un peu bizarre. C'est que le matin, j'arrive, je sonne à la porte, je sais qu'il y a un bébé qui m'attend et une maman qui vient d'accoucher. Je sais qu'elle est dans une période ultra vulnérable de sa vie. Je Oui. sais qu'elle ne me connaît pas. Et il va falloir qu'elle se mette à nu sous le sens propre et figuré devant moi. Mhm. Et moi, j'ai l'équivalent de 10 minutes pour lui faire bonne impression et pour qu'elle me fasse confiance. Et ça, Oui. c'est un challenge à chaque fois, je t'avoue. Franchement, oui, j'imagine. Mais ça va. Quand j'essaie de me remémorer l'année dernière si j'arrive chez moi, tu sais, déjà quand t'as de la famille qui vient, ça te paraît un peu
même si les gens, tu les connais, tu vas dire, bon, j'ai quand même... Tu vois, t'as une envie de solitude, mais en même temps, t'as envie qu'on t'aide. Ouais. C'est très bizarre comme sentiment. Bah, Mais c'est ça, c'est très bizarre. Et puis aussi, bon, alors l'avantage c'est que moi je suis pas la belle-mère, donc il y a non, mais c'est-à-dire que il y a pas de, moi je leur explique, je suis pas votre mère, je suis pas votre amie, je suis pas, vous n'avez pas de compte à me rendre, oui. je suis juste là pour vous à 100%. Pour toi, pour ton bébé et pour le papa ou ou la partenaire s'il y en a une. Et je suis Mhm. là sans jugement, en toute bienveillance. Je suis pas là pour vous dire Quoi faire? Ouais. comment, enfin, pour vous dire ce que vous devez faire, mais je suis là pour vous montrer comment on fait. Après, D'accord. moi, je donne des conseils. On est hyper, les émotions et les hormones, elles sont coquines, les hormones, hein. Elles vont, elles Ah viennent, oui. elles nous fait la misère. Et donc, je leur explique que c'est ok si elles pleurent, c'est ok si ça va pas, c'est ok si elles sont émues, c'est ok si elles me redemandent 15 fois la même chose. C'est pas grave. Moi, je répète, Mhm. j'explique avec plaisir. Vraiment, je trouve que c'est une super bonne initiative, quoi. Enfin, quand t'es vraiment dans le moment où t'as envie de prendre un peu de temps pour toi, t'as envie de prendre une douche chaude, Ouais. t'as envie... Parce Ben, que, alors du coup, ça en vient à une de mes questions. mhm, Il est comment le congé parental aux Pays-Bas? Est-ce que par exemple les papas mhm. ont un congé? Alors, depuis le 1er juillet, les papas peuvent, les partenaires, hein, pas que les papas, Oui, pardon. Ouais. alors ils ont une semaine à la naissance et ensuite ils peuvent prendre jusqu'à 5 autres semaines à prendre pendant les 6 premiers mois de vie du bébé. Donc, ils sont très contents. Euh, Bah j'imagine, parce qu'on les exclut beaucoup en général, mais enfin je pense qu'en tant que nouvelle maman, c'est important d'avoir son partenaire autour de soi ouais. pour découvrir ensemble ce que c'est que la parentalité, quoi. Bah, effectivement, c'est quelque chose et puis surtout que les papas, d'aujourd'hui, enfin les partenaires, encore une fois, les papas, les mamans, elles sont très demandeurs. Oui. Et puis, j'en ai pas parlé beaucoup, mais alors moi, pour l'instant, j'ai eu qu'une seule, j'ai qu'une fois 2 mamans, mais j'ai eu, bon, évidemment des papas, mais je parle beaucoup avec les papas aussi quand, les mamans se reposent ou elles font une petite douche, des trucs comme ça. Parce Mhm. que devenir père, c'est aussi, une aventure, incroyable. Ça les ramène aussi beaucoup à leur propre histoire, donc on parle beaucoup, quoi. Oui. J'échange beaucoup avec eux aussi. Je leur montre et je leur explique aussi tout le temps. Je leur dis, bah voilà, moi, quand je m'en vais, t'es mon bras droit, quoi. C'est toi qui reprends le Mhm. flambeau. Et ils sont tout contents. Et voilà. Et je leur montre aussi comment on fait pour aider à remettre le bébé à l'allaitement. Enfin, voilà, comment on fait les différentes positions. Je leur explique. Et je leur explique aussi en off que, ben oui, peut-être que leur femme, quand je vais partir, elle va pleurer, parce que souvent le soir, Oui. qu'elles sont pas bien, etc. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu parles avec le papa du fait que faut pas le Ouais, prendre personnellement si la mmh, maman craque? ouais. C'est Je leur dis, c'est hormonal. ouais, je leur dis souvent, il va se passer ça, ça ou ça, et ça va être de ta faute, mais c'est pas grave. Alors il me dit, bon, d'accord, je suis prévenue, mais bon, c'est parce que on est tellement différents, les hommes et les femmes, c'est vraiment Oui. un monde à part. Et je leur explique aussi tout le temps, je leur dis, communiquez, parlez-vous, parce que on peut pas deviner. Alors déjà, quand on n'est pas enceinte et quand on est en couple et qu'on n'a pas d'enfant, on peut pas deviner. Alors imagine. C'est quelque chose que tu remarques encore plus quand tu as un enfant avec un homme, c'est qu'ils ne sont pas aussi... Je pense qu'une femme, naturellement, est beaucoup plus proactive sur les besoins Mm, que peut avoir sa famille, alors qu'un homme ne va pas avoir cette proactivité à se dire, bon, bah attends, ok, je vais mettre la machine en route, ok, la vaisselle, tac, tac. Non, faut leur inciter un peu plus à le faire. Et ouais. c'est pas péjoratif, c'est vraiment... on a des manières différentes de voir les choses, quoi. Bah, je pense que C'est ça vraiment, ça dépend beaucoup enfin, de certains hommes. Moi, j'ai été avec tout un tas de différents sortes de papas, Mhm. celui qui faisait rien à celui qui faisait tout. Mais dans l'ensemble, ils sont très très présents et très, en tout cas au moment où moi je suis avec eux. Après, je peux Oui. pas dire comment ça évolue, mais les résultats
les chiffres des séparations parlent pour moi, hein. Donc, Oui, les gens communiquez, parlez-vous, dites-vous quand ça va, dites-vous quand ça va pas. oui. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à parcourir et on en parlait ce week-end avec ma belle-mère. Elles me disent, mais c'est incroyable comme ton mari, donc son fils, Ouais, t'aide et ouais, participe en fait à la parentalité. Et je lui ai répondu, c'est normal. ouais, Et elle me dit, non, c'est pas ah normal. ouais, Et je fais, mais ça ouais, devrait ça devrait être l'être, ouais. normal. Pourquoi on attend de la mère qu'elle fasse tout et que quand le père décide de prendre parti et d'aider un peu plus, c'est le papa idéal? Enfin, je veux dire, non, on fait un enfant à deux et on split les responsabilités en deux. Mais ce qui se passe aussi, ça arrive hein, franchement souvent, c'est que souvent il y a les papas ne peuvent pas prendre leur place de père aussi. Il y a Oui, certaines mamans qui ont du mal à déléguer, à laisser ou qui voilà. oui. Bref, après encore une fois, moi c'est juste des choses que je constate. Alors, juste pour wrap it up, quel conseil t'aurais à offrir à une famille multiculturelle, recomposée, qui vit sous le même toit? Bah, le plus grand conseil, c'est vraiment la communication. Parlez-vous, n'importe quelle, peu importe la langue, mais Mm. parlez-vous et surtout les parents, quand vous êtes une famille recomposée, vraiment mon conseil, c'est soyez unis, quoi. C'est pas, il y a un truc chez nous, c'est pas, c'est mon enfant et c'est ton fils ou nous sommes les parents et eux sont Oui, les enfants. Et moi, je fais pas de différence entre Clément ou Tyrese. Quand je rentre dans la chambre, si c'est le bazar, bah, c'est le bazar pour les deux. Et c'est la misère pour les deux. Et si, mm, quand on fait les anniversaires, ils ont pas beaucoup d'écart. Leur anniversaire, c'est pas très loin l'un de l'autre. On fait un anniversaire ensemble et c'est la fête pour tout le monde. Et oui, Martine, c'est pareil. On fait pas de différence. Et donc, ça, c'est très important de pas dire, chez moi, il y a jamais eu de c'est pas mon père, t'as pas à me dire, t'es pas mon père. Parce que dans ce cas-là, je leur dis, mais oui, ouais, vas-y, dis-moi quelque chose que je sais pas, parce que en fait, on sait tous que c'est pas ton père, donc ok. Et une fois que oui, t'as dit ça, t'as dit quoi? C'est le parent oui, what's référent. next? Voilà, Oui, c'est le parent référent et c'est tout. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Soyez vraiment unis, formez un bon duo de parents, parce que les enfants, ils sont chauds, hein, quand ils sont ensemble, ils sont forts, hein. et puis surtout quand t'arrives à la période d'adolescence, quoi. Ouais, il y a beaucoup de négociations, ouais, j'avoue. Oui, Beaucoup de frayeur aussi. ouais, Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Et alors, pour une famille qui souhaite s'installer aux Pays-Bas, Mhm. est-ce que tu as des conseils? Ouais, alors beaucoup de parents souhaitent savoir est-ce qu'il faut les inscrire dans une école néerlandaise, à l'école française, à la British School ou qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend vraiment de votre expatriation. Est-ce que vous allez rester longtemps ou pas? Est-ce que si par exemple c'est un remariage avec un partenaire néerlandais, ben évidemment ça me semble logique de mettre l'enfant dans une école néerlandaise ou en tout cas internationale. Maintenant, si c'est une expatriation courte, c'est plus sage de le mettre dans une école française. Ça c'est la première chose. Oui. Ensuite, la communauté française ici, elle est assez grande. C'est une communauté que moi je trouve très bienveillante. Il y a vraiment moyen de poser des questions. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Maman à Amsterdam et il y a un autre groupe qui s'appelle Mhm. French People in Amsterdam. Il y a plein de questions qui sont posées. Ouais. C'est vraiment bienveillant. Donc, posez les questions avant de venir, quoi. Heureusement qu'il y a ces groupes maintenant. Je sais pas comment ils faisaient avant, hein. Vraiment. Non, c'est vrai ce que tu dis, ouais, tout à fait. Non, je sais qu'une fois qu'on était revenu d'Amsterdam, je sais que Mike, il a toujours voulu vivre potentiellement en Europe. Ouais. Et on trouvait que ça pouvait être un très très bon compromis parce Mhm. qu'il parle super bien anglais. Et puis c'est tellement. Moi, je trouve ça vraiment charmant, les canaux et l'architecture des maisons. Enfin, Mm. le vélo, encore une fois, Ouais. je n'y mords pas au vélo. Mm. C'est vraiment charmant comme ville. Non, Enfin, mais il y a on une se mange étude bien. qui a dit que les enfants néerlandais étaient les plus heureux d'Europe, je crois, ou je sais plus mais en tout cas, c'est une réalité. Les enfants ici, ils sont vraiment bien dans leur pompe. La scolarité dans les écoles néerlandaises, bon, alors là, il faudrait vraiment qu'on en reparle encore pendant une heure, mais c'est très différent. Ils sont très autonomes.
contre, il faut quand même être hyper honnête, hein, les loyers, c'est hors de prix. Enfin bon, toi, t'es à New York, Oui, donc j'ai cru forcément, comprendre. ça, Non, mais j'ai cru comprendre ouais, que, en plus, c'est une sorte de paradis fiscal et que beaucoup de grosses ouais, corporations ouais. venaient pour installer leurs bureaux là-bas. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est cher, mais bon, quand t'es expatrié et si on te paye ton loyer, ben why not? Mais bon, après, eh bien, comme la plupart des parents, tu vas acheter un backfit, c'est-à-dire un vélo avec devant un, je sais pas comment on dit, Oui, un petit chariot ouais, pour mettre les voilà, enfants, non? oui, devant en Ouais. fait. Et puis, ben voilà, les parents, ils vont au daycare avec. Alors, c'est pareil, la crèche, c'est facile d'avoir une place, mais ça coûte assez cher. Enfin, Oui. Non, mais c'est un compromis. Mais j'imagine que quand même, si tu trouves un travail là-bas, j'imagine que le salaire match le coût ouais, de la vie, tu carrément. vois. Ouais, C'est enfin, cher, mais ça oui, reste quand même, ouais. balanced. Ouais, donc ça, oui. Et puis, ouais, donc ça, c'est vrai. Ouais. Bon, bah écoute, je vais devoir traduire notre épisode pour mon mari et ça va peut-être le pousser encore plus à vouloir venir déménager à Amsterdam. Ouais, écoute, d'ici là, sinon, vous me recontactez et puis je lui explique, hein. Merci Delphine de nous avoir fait partager ce très beau métier. Bah, Euh, merci à vous, enfin merci à toi en tout cas de m'avoir écouté, interviewé. Et est-ce que je oui, peux juste préciser où on peut me retrouver sur Instagram? bien sûr. Donc sur Facebook, c'est Aide Maman Amsterdam. Voilà, Oui. c'est la page voilà du groupe. Et puis sur Instagram, on peut me retrouver sous le nom de Ama, donc AMA, et après c'est le tiret du bas, je crois. C'est Kramzorf Oui. française. Mais déjà, quand vous tapez Ama, Kramzorf française, ça sort directement. De toute façon, je le mettrai dans la description et puis je le mettrai sur ta petite image. Ouais, c'est gentil. Enfin, voilà, je te le mettrai sur les réseaux sociaux Ouais, parce que c'est une très belle profession et puis on aimerait bien en savoir davantage. ouais, ouais. Donc, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, moi, je suis super contente de pouvoir suivre toutes les mamans partout dans le monde via tes Oui. podcasts. Je trouve ça super sympa. Ah ouais, non, c'est Merci d'avoir fait fascinant. ça. C'est de voir que chaque pays y va de sa propre potion, c'est fascinant. Ouais, c'est vrai. Et les Pays-Bas sont un très bel exemple à suivre, Ouais, je trouve. ouais. Ouais. Merci pour eux. Merci pour nous. Et puis, Merci à Delphine. bientôt. Merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!